Oui, sur ce plateau, j'ai déjà mon premier invité. Il est là. En attendant que me rejoigne la seconde invitée, j'ai déjà Fulgence à Ouagadougou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La pleine forme. Oui, super, ça va très bien. Ok, vous êtes coach parental. Et aujourd'hui, nous parlons de la sexualité avec les enfants. Est-ce qu'il faut parler de la sexualité avec les enfants? Vous savez, la question, beaucoup de parents sont mitigés par rapport à la réponse à donner à cette question. Il y en a qui pensent qu'il faut, oui, parler de la sexualité aux enfants. D'autres pensent que non, il ne faut pas du tout en parler parce que ça demeure un sujet tabou. Alors, vous pensez qu'il faut en parler avec les enfants? Ah oui, il faut en parler avec les enfants parce que l'enfant, c'est une période où on apprend à grandir, on apprend à devenir un homme. Et à partir de ce moment, ce processus de socialisation, il faut donner à l'enfant toutes les informations nécessaires pour qu'en tant qu'homme, il puisse être suffisamment épanoui. Donc, il faut en parler aux enfants parce que c'est à ce moment que l'enfant commence par construire son identité sexuelle. D'accord. Et donc, c'est un sujet important, il faut en parler. Oui, le sujet est très important, il faut en parler. J'espère que notre seconde invitée va nous rejoindre. Son siège est là et l'attend. Il s'agit de Madame Rafiatou Karim. Elle est mère de famille. Elle viendra partager avec nous justement ses expériences. Est-ce qu'elle parle de sexualité avec ses enfants? Nous aurons également en ligne dans une quinzaine de minutes un psychopédagogue. Il s'agit du professeur Moussilio Akbalara Mustapha. Il est psychopédagogue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il va également nous parler de ce qui se passe au niveau des enfants dans leur mental. Il va nous expliquer un peu. Alors, Fulgence, dites-nous, vous avez certainement des enfants. Naturellement. Est-ce que vous discutez avec eux de sexualité? Ah oui, vous savez, naturellement, j'ai des enfants. Si je discute avec eux de la sexualité, mais en fonction de leur âge. D'accord. Vu leur âge, nous ne pouvons que d'abord répondre à leurs préoccupations. Et vous savez, les enfants... Ce sont eux qui vous posent les questions. Oui, pour l'instant, ce sont eux qui nous posent la question, mais ils sont déjà arrivés à un niveau, premier niveau déjà de l'éducation sexuelle, qui est d'abord transmettre à l'enfant, lui parler de son corps. Ils sont déjà à ce niveau. C'est quel âge ça? Vous savez, lorsque les enfants commencent par vous poser des questions parce qu'ils remarquent déjà qu'il y a une différence au niveau de son sexe, de sa petite soeur, ou bien l'enfant commence par regarder quand la domestique se lave, et puis elle constate déjà un changement, l'enfant commence par vous poser des questions. Ils sont curieux. Et ça survient, ils sont curieux, ce qui est normal, et ça survient entre 3 ans, 4 ans et 5 ans. C'est à ce moment qu'il faut commencer par répondre à ces questions, mais surtout, il faut commencer la toute première étape, c'est-à-dire leur parler de leur corps et déjà commencer par effacer le tabou qui va se présenter à eux. Alors, vous l'avez si bien dit, hein, lorsque déjà ils constatent qu'il y a une différence entre leur sexe et le sexe de leur sœur ou bien de la domestique. De la domestique ou bien de tout individu, parce que les enfants ont la maladresse parfois. Ne tenant pas compte de leur âge, on se déshabille devant les enfants. Exactement, j'allais en venir. Est-ce qu'il faut se permettre de se mettre nu devant ses enfants à tout moment? Est-ce que quelque part c'est bien ou est-ce que ce n'est pas, c'est aussi mauvais? Et vous savez, tout est une question d'âge. Et lorsque vous parlez de l'enfant, lorsque vous parlez du processus, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque moment du processus de socialisation de l'enfant, c'est une question d'âge. Et lorsque les enfants très jeunes, 3, 4 ans, parfois quand c'est au sexe opposé, ce n'est pas un problème. Mais à partir de 5 ans, 6 ans, il faut commencer par éviter. Parce que l'enfant est curieux, l'enfant commence déjà par comprendre certaines de choses. Donc, il ne faut pas se mettre nu devant son enfant, il faut se protéger. Mais entre 3 et 4 ans, on peut encore se le permettre. Je dis on peut. Mais lorsque les questions surviennent, je pense que quand vous êtes de même sexe, ça peut aller, même parfois de sexe opposé. Mais vous savez, on dit la meilleure éducation se fait par l'exemple. Je suppose, hein, lorsque c'est une petite fille que vous avez, qui a peut-être cet âge-là, 4 ans, 5 ans, elle voit sa maman poser peut-être sa serviette hygiénique par exemple. Est-ce que déjà ce n'est pas une façon implicite d'apprendre à l'enfant de savoir que oui, quand tu seras grande, tu auras à faire ça également? Ça dépend de son âge. Pour un enfant de moins de 5 ans, pour un enfant qui n'est pas encore proche de 7, 8 et 9 ans,
ce n'est pas la peine, ce n'est pas à ce moment, ce n'est pas l'information dont il a besoin ça. Mais il voit faire. Et il va faire, Ouais. il va peut-être se poser des questions, il va vous demander pourquoi vous le faites. Chaque fois qu'il y a les questions, il faut trouver des réponses. Mais quand il n'y a pas de questions, il faut attendre exactement le moment avant puberté pour transmettre cette information à l'enfant. Ça veut dire qu'à partir de 7 ans déjà, on peut bel et bien, quand nous allons lui parler quand même de son corps, des changements que son corps va subir, oui, il faut nécessairement passer par là. Parce que l'erreur que nous faisons quand nous parlons de l'éducation sexuelle, c'est que nous attendons le moment où les enfants vivent les réalités pour en parler. C'est dangereux. Il faut toujours une anticipation. Vous savez, donc c'est le parent qui doit anticiper. Oui, c'est le parent qui doit anticiper. Mais vous savez, très souvent, quand ce sont les enfants qui commencent à en parler en premier, il y a certains parents qui s'affolent et qui commencent peut-être à crier, ils ne savent pas, et même la réponse à donner, ils sont aussi perdus, ils ne savent pas la réponse à donner. Lorsqu'un enfant demande par exemple à sa mère, c'est quoi le sperme, à votre place, vous auriez répondu quoi par exemple? Vous voyez, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que le plus grand problème des parents, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que des gens qui n'ont pas été habitués à l'éducation sexuelle, des gens qui n'ont pas eu une compétence, une efficacité parentale, c'est-à-dire très jeunes, n'ont pas connu l'éducation sexuelle, ils doivent transmettre cela à leurs enfants. Voilà. Ouais, des gens, on ne peut pas donner, on ne donne que ce que l'on a. Tout à fait. Et c'est là le plus grand problème, la plus grosse difficulté des parents. Lorsque mon enfant me demande c'est quoi le sperme, là encore, ça m'étonnerait qu'il voit ça. Mais c'est possible, attention, il ne faut jamais dire que c'est impossible. Mais je vais vous dire, c'est d'abord, tu sais, ça dépend de son sexe aussi. Il faut toujours le dire. Et les enfants connaissent très bien le zizi. Oui. Très bien. Il faut leur parler. Vous savez, lorsque c'est une fille qui vous demande ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Attention. Ah, d'accord. C'est pourquoi j'ai parlé de commencer par parler à l'enfant de son corps. Okay. C'est d'abord lui dire ce que veut dire son organe. Okay. Lorsque c'est le sexe masculin, il faut le dire. C'est vrai qu'en français on dit le pénis. En langue goun, en langue fond, il faut toujours trouver le nom approprié pour dire. Il ne faut pas substituer. Okay. Ça part de là, c'est très important. Mais lorsqu'on dit le zizi, par exemple, oui, c'est déjà... lorsqu'on dit le zizi, c'est un peu plus proche, mais c'est déjà un peu voilé toujours. Okay. C'est toujours voilé. C'est un peu plus proche, mais c'est toujours voilé. Nous, on disait, en Hollande, quand on était petit, on dit cacaï, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit. Oui, bien sûr. Ça, vous voyez, donc, il faut d'abord utiliser les noms qu'il faut, les noms appropriés. Et quand l'enfant voit le sperme, c'est que, tu sais, le cacaï de papa, parfois il urine, il fait pipi, non. Quand ça ne veut pas faire pipi, là, c'est ce que ça sort, ça. Utilisons les mots, c'est très important. L'enfant peut encore poser d'autres questions, mais à ce niveau, quand ça ne veut pas, quand papa ne veut pas faire pipi, là, c'est ce que ça sort parfois, ça. Et tu sais, parfois, c'est ça là qui permet. Tu sais. Il peut demander à quel moment papa ne veut pas faire pipi. Les enfants, attention, ils sont très curieux. Papa ne fait pas, c'est pas tout le temps que papa fait pipi. Tu sais, mon enfant, c'est pas tous les jours que papa fait pipi. Mais parfois, là, ça sort ça. Et tu sais ce qui est important, quand ça sort ça, là, parfois, là, ça produit aussi les bébés. Et je finis là. Parce que je le prépare à un enfant qui va vous dire comment faire des bébés. Il pose toujours cette question. Ça, c'est vrai. Chaque enfant, ils finissent toujours par nous poser cette question. Donc, c'est déjà une anticipation. Oui. Mais lorsque le parent n'a pas été préparé à cela et qu'il se surprend de voir son enfant lui poser de ces questions vraiment assez pointues, qu'il n'a pas la réponse tout de suite, comment doit-il se comporter? Exactement. Plusieurs parents ne sont pas préparés à cela. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons écrit un ouvrage pour renforcer le pouvoir décisionnel des parents. Je peux voir l'ouvrage. La fonction et le rôle du père et de la mère dans l'éducation des enfants. Mon livret pour une parentalité efficace. La fonction et le rôle du père et de la mère dans l'éducation des enfants. Donc, vous avez parlé de la sexualité aussi dedans. Oui, il y a 3 chapitres. Le second chapitre parle de l'éducation sexuelle. D'accord. Parce que nous disons qu'il faut informer les parents. Être parent, c'est avoir l'information. C'est avoir l'information à chaque niveau du processus de socialisation de l'enfant. Et comme on le dit, celui qui a l'information, le pouvoir. Mais ce que vous dites là, il y a exactement 2 semaines, un dimanche, il y a un parent qui m'a appelé par rapport à son enfant qui suit les dessins animés voilà. et qui
ne faisait que relater les dessins animés. Le parent n'était pas supposé connaître ça. Ben, nous, étant avec les enfants, on est dans leur univers. Rapidement, comme je viens de dire, attention, c'est d'abord un dessin animé. Ouais. Il a pris 2 personnages de dessin animé pour dire telle personne aime telle personne. Ils sont amoureux, Ouais. ils sont ceci. Et la mère était paniquée. Comment mon enfant parle de l'amour? Un enfant de 7, 8 ans, pourquoi il va parler de l'amour, tout ça. Le papa était rassuré parce qu'il fait partie de nos forums, il a nos informations, il dit non, nous allons appeler le coach Philogène s'il viendra. Et je lui ai d'abord dit, rassurez-vous, c'est que d'abord, c'est des personnages de dessin animé, ce que l'enfant dit, il ne fait que répéter ce qu'il a entendu. Mais est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'il répète et il comprend ce qu'il dit, ce qui est différent. Ouais. Donc calmez-vous, ça ne veut pas dire que l'enfant est dans votre monde, mais ce qu'il dit, c'est un plus, il a suivi. Mais est-ce que quelque part, aujourd'hui, on voit les parents regarder les telenovelas où on voit de personnes adultes s'embrasser, aller même au lit corps à corps. Les enfants qui voient tout ça, est-ce que ce n'est pas une façon déjà de leur montrer ce qu'ils ne devraient pas voir à leur âge? De quoi avez-vous peur? Les enfants sont suffisamment... Quand je dis les enfants, je prends jusqu'à aussi parfois à l'adolescence. Quand je dis enfant, je suis dedans, je ne caractérise pas. Bon, je ne parle pas en tant que technicien, je parle en tant que tout le monde. Quand on dit enfant, je dis mais les adolescents. Les enfants ont plus d'informations qu'on ne l'imagine. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent dans les telenovelas. Ils mettent toujours, quand c'est sérieux, quand c'est vos chaînes, ORTB, consort, ils mettent interdit à -2. On ne respecte pas. On ne respecte souvent pas. Ça veut dire que quand c'est interdit, ils ne devraient pas regarder. Mais quand ils regardent, c'est une opportunité pour nous. Mais quand on dit interdit aux enfants de moins de 12 ans ou bien de moins de 10 ans par exemple, et que c'est à 1 heure, l'enfant est censé être au salon avec ses parents, vous allez l'enfermer dans la chambre ou bien vous vous privez de regarder ce programme-là? Soit vous vous privez de regarder ce programme, soit vous vous servez de ce programme pour passer à l'action. Ça veut dire quoi? Il faut toujours voir en toute chose les opportunités que ça présente. Et passer à l'action, c'est quoi? C'est profiter de ces scènes pour leur parler déjà en fonction de leur âge, de la responsabilité sexuelle. Je dis bien en fonction de leur âge, de la responsabilité sexuelle. Donc c'est une opportunité parfois pour nous, mais qu'on ne sait pas saisir. On n'arrive pas à les saisir et on ne regarde que peut-être en griffe le négatif qu'il y a dedans. Non. Dans chaque situation qui se présente à nous, nous pouvons tirer des opportunités et passer à l'action de l'éducation dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Donc parfois on peut les utiliser pour parler, mais là il faut avoir l'information pour leur parler quand même soit de leur responsabilité sociale et de leur responsabilité sociale, soit d'autres choses. Moi je regardais un dessin, et je dis dessin, j'ai regardé un télénovelas hier, il y a tellement d'enseignements dedans, j'ai dit mais je suis sûr les gens ne voient pas tout ça. On peut partir de ça et enseigner beaucoup de choses à nos enfants. Tout à fait. Pour leur donner l'information. Dans les dessins animés. Dans les dessins animés parfois, ou dans les télénovelas parfois. Parce qu'on n'a souvent pas des moments où toute la famille se réunit autour d'un sujet. Et souvent on se réunit, quand ce sont ces dessins animés ou ces télénovelas. Donc c'est des moments où la majorité de nos familles, on est ensemble. Parfois, vous voyez les enfants quand deux personnes s'embrassent dans les telenovelas et que vous tournez votre regard pour voir si vos enfants sont en train de regarder. Rapidement, vous les voyez baisser la tête alors qu'ils regardaient très bien. Ou bien c'est le parent qui prend la télécommande et puis il zappe parce qu'il se dit est-ce que ceux-là ne vont pas à mettre à nu ce que les enfants ne devraient pas voir. Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Vous savez, l'éducation sexuelle des enfants, ce n'est pas facile. Et beaucoup de papas, par exemple, qui ont des filles, éprouvent de la difficulté à en parler. Pour l'éducation d'un enfant, est-ce le parent de même sexe qui doit en parler ou bien tout le monde peut y aller? C'est une question qui revient très souvent. Vous savez, lorsque vous avez une fille, c'est toujours facile pour la mère qui vit un certain nombre de choses que le père ne vit pas. C'est toujours bon que ce soit la mère. Mais attention, il y a des aspects. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir toute l'information pour savoir ce que tel va dire, ce que tel peut dire, parce qu'il aura une légitimité de le dire. Et il y a des informations, par exemple, liées à l'évolution du corps, qu'il faut commencer par parler en parler aux écoliers, c'est-à-dire ceux qui sont avant la puberté. Vous convenez avec moi qu'il me serait difficile, moi, de parler
de la menstruation. Parce que pas, bon, moi je suis un spécialiste, je peux le faire, mais une mère peut avoir les mots, avoir une facilité à le dire. Mais quand nous allons parler de la responsabilité sexuelle, parfois, et attention, vous savez, quand vous avez la menstruation, c'est que vous êtes femme, mais vous devez commencer par faire attention à vous, parce que si vous vous amusez qu'un homme, un homme aussi peut en parler. C'est pourquoi, certes, la mère peut aborder un certain nombre d'éléments, un certain nombre de sujets de cet aspect qui lui donne une légitimité, mais le père aussi peut parler d'un certain nombre d'éléments. Donc, les deux sœurs peuvent en parler en fonction de là où ils seront beaucoup plus légitimes, ils seront beaucoup plus habiles, ils trouveront les mots parce qu'ils vivent un certain nombre de réalités que l'enfant peut comprendre. D'accord, très bien. Je vais très rapidement, parce que l'émission est interactive, beaucoup de téléspectateurs et d'internautes ont partagé avec nous leurs réflexions à travers des messages qu'ils nous ont envoyés. Je vais lire d'abord quelques-uns. Il y a Benoît Wandja, par exemple, qui dit « Je crois comprendre que parler de sexualité n'est pas synonyme de parler d'actes sexuels. À mon avis, il est important de parler de sexualité avec les enfants de nos jours. Une mère qui explique à sa fille qu'elle aura les menstrues à un certain âge parle de sexualité avec elle. Même chose pour un papa qui explique les étapes de la puberté à son garçon. Mais exposer sa nudité aux enfants sous prétexte qu'on est du même sexe ne me paraît pas décent. De toutes les manières, il me semble aujourd'hui obligatoire de parler de sexualité avec les enfants, sinon la rue le fera et de la plus mauvaise des manières. Il y a Dr Bilikius qui dit « Sujet très intéressant. Il faut en parler en utilisant les mots de leur âge et sachant doser la coupe. Même les dessins animés renseignent sur cela. Les enfants qui aiment lire découvrent dans leur lecture. Ceux qui partagent les magazines aussi. Ma fille à moi aime regarder Baby Boom, par exemple. Voici 2 documents qui peuvent aider à accompagner les enfants dans leur sexualité. » Et elle a envoyé justement les ouvrages à la découverte de la vie, le livre des parents et éducateurs. Il y a un autre qui est voilà, l'encyclo de la vie sexuelle. Il y a Dorcas Tito qui dit « intéressant ». Et puis, Maoumé Agende Dorunga qui dit « Voilà un sujet très important avec tout le respect que je dois à nos femmes et à nos mamans. Ce sont elles qui doivent discuter de ce sujet avec les enfants et doit être vraiment ferme dessus. Moi, j'ai 3 filles et je ne me vois même pas en train de discuter de ça avec elles. » Voilà, c'est ce que lui, il dit. Et quelqu'un d'autre qui reprend, il dit « Aïe, mais vous avez peur d'en parler ?» Bill qui revient, qui dit « Les enfants aujourd'hui sont très curieux et entre eux, ils se disent beaucoup de choses. Ce serait une erreur de rabrouer un enfant qui vient vers vous. » Et il y a Dorcas qui dit « Il y a des filles qui sont plus liées à leur père que leur mère. » Et c'est pourquoi le monsieur a dit qu'il n'oserait pas donner l'éducation sexuelle à son enfant. Il a dit, mais vous savez quoi, mon grand frère qui se permet de discuter de tout ça avec ses 3 filles également, s'est vu sa propre fille dire devant lui que c'est mon père qui m'a déviagé juste avec la complicité de sa mère qui n'est plus avec le père et elle voulant protéger son amant qui a abusé de sa fille. Et elle a cautionné ce mensonge de sa fille par rapport à son vrai père. Depuis cette histoire, je me suis juré de ne même pas laisser une seconde pour cette discussion autour de ce sujet avec les enfants. Elles peuvent aller voir leur mère ou grand-mère et en parler, mais avec moi, jamais. Est-ce que vous pensez que ce parent, avec l'histoire qu'il a racontée, il n'a pas raison de prendre cette distance-là? Non, pas du tout, il n'a pas raison. Des enfants qui rapidement peuvent, lorsqu'ils atteignent la puberté ou bien l'adolescence, qui peuvent rapidement confondre leur père ou bien leur... Je ne sais pas comment...
il y a beaucoup de parents également, surtout les hommes, qui refusent de s'occuper justement de cette éducation sexuelle des enfants lorsqu'elles ont l'âge de la puberté ou de l'adolescence. Non, ces hommes peuvent continuer. Parce que quand nous prenons ce cas, il y a un stimulus extérieur qui a peut-être poussé l'enfant à faire. Et la fille a fait ce qu'elle ne veut pas. On a dit que les deux ne sont plus ensemble. Qu'elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne veut pas dire que c'est son petit ami et que sa maman la protège dans ce sens. Donc il y a un élément extérieur, il faut tenir compte de ça. Je pense que s'il n'y avait pas peut-être ces éléments dans l'ordre normal, c'est qu'il faut que le papa joue un rôle, il peut bel et bien parler de la sexualité. Mais vous savez, quand nous parlons de l'éducation de l'enfant, il n'y a pas que papa et maman. Peut-être, parfois, il faut tenir compte de la proximité des enfants avec un parent, une tante, toujours avec une personne responsable. C'est très important. Une tante, parfois un oncle dont on est sûr, parce que de nos jours, beaucoup de choses se passent. Il faut être sûr quand même de la capacité, de l'intégrité de cette personne et de la proximité qu'il a et des sujets qu'il va aborder. Il faut être toujours... Il faut avoir un regard sur ce côté-là. C'est ça. Mais lorsqu'un oncle va parler de sexualité, peut-être avec sa nièce, est-ce qu'il faut qu'il reçoive d'abord l'autorisation du père de la fille? C'est que là, c'est que peut-être que c'est une famille monoparentale. Si le père est là, il faut qu'il assume sa responsabilité. C'est parce que c'est une famille monoparentale que j'ai eu à aborder ce sens-là. Si ce n'est pas une famille monoparentale et que les deux sont là, et que le père ne peut pas être, qu'il est peut-être sûr que l'oncle peut le faire, il est sûr de lui, il n'y a pas de souci passé. Il y a la proximité aussi qui joue dans ce que nous disons et dans la capacité des enfants à accepter et à intégrer ce que on leur dit. Donc c'est pour ça que parfois on peut préconiser cela. D'accord, tout à fait. Nous sommes déjà en ligne avec... Oui, bonjour professeur. Oui, bonjour monsieur Apollon. Oui, vous êtes déjà en ligne en direct dans cette émission. Nous parlons de l'éducation sexuelle. Oui, j'entends faiblement. Nous parlons de l'éducation sexuelle des enfants. Comment s'y prendre? Et vous êtes, je rappelle, Dr Moussiliou Akbalara Mustafa, vous êtes psychopédagogue, enseignant-chercheur à l'université d'Abou Mekalavi et plus précisément au département des sciences de l'éducation et de la formation. Alors, d'éminents chercheurs ont réussi à démontrer que l'enfant vit également à sa manière une sexualité, ce qu'ignorent beaucoup de parents. Alors, comment l'enfant vit-il sa sexualité en fonction de son âge, en fonction de son développement psycho-affectif? Merci. Il faut dire que les enfants, disons nos élèves, de nos jours, ils connaissent une accélération dans la maturation de leur organisme, ce qui fait qu'ils vivent précocement un certain nombre de phénomènes, dont la sexualité qui est liée, n'est-ce pas, à tout ce qu'on perçoit comme les perturbations instinctives. D'accord. Voilà. Donc, déjà à 10, 11 ans, de nos jours, on voit que les enfants entrent dans une période de perturbation de leur organisme. Donc, ils vivent une certaine instabilité dans laquelle il reste prononcé, n'est-ce pas, les perturbations d'ordre sexuel. Et cela fait que les enfants, lorsqu'on ne sait pas les aider, n'est-ce pas, à orienter tout ceci, cela peut prendre, n'est-ce pas, des détours dramatiques pour eux. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que l'éducation sexuelle d'un enfant relève prioritairement de la responsabilité du parent du même sexe? Non, l'éducation sexuelle relève de tout le monde, hein, il faut le dire, évidemment, de ceux qui sont avertis de la question, parce que il y a les représentations qui se font de ça qui ne sont pas toujours exactes. Il faut d'abord que ceux qui prétendent, n'est-ce pas, aider les enfants dans ce sens, il faut qu'ils comprennent d'abord eux-mêmes
ce que c'est qu'ils aient une représentation de cela. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à cette forme d'éducation-là. Effectivement. Alors justement, Voilà. comment parler du sexe à des enfants pour ne pas les choquer ni les exposer de façon précoce à la pratique même de l'activité sexuelle? Oui, en réalité, l'éducation sexuelle doit être comprise ou ramenée à un processus qui aiderait les enfants non seulement à comprendre ce qui sont les impulsions instinctives et d'ordre sexuel, mais également et surtout à, à maîtriser leur sexualité, à gérer leur sexualité. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'éducation sexuelle. Comment faire pour que les pulsions instinctives et de polarité négative, donc qui réfèrent aux jouissances sensuelles, puissent être converties à des énergies qui les amènent à poser des actes qui les élèvent, qui les aident, n'est-ce pas, à se construire. Donc c'est en réalité cela et non les informations sur les organes sexuels, le fonctionnement des organes sexuels, non, cela ne suffit pas. Mais comment les aider, n'est-ce pas, à maîtriser ces pulsions-là et ces impulsions sexuelles et les aider à canaliser cela pour orienter cela vers des actions qui les élèvent, des actions qui sont valorisées par la société. D'accord, tout à fait. Mais est-ce qu'il faut utiliser les mots directement ou bien il faut trouver des substituts pour pouvoir expliquer ce que l'enfant veut comprendre à cet âge-là? Bon, c'est parce que on se fait trop de scrupules par rapport à la sexualité. Et, bon, je pense que bon, c'est un domaine réservé exclusivement au monde adulte, mais alors, les injonctions que les enfants vivent en leur fort intérieur, est-ce qu'elles attendent l'âge adulte avant de pousser les enfants à certaines choses? Donc, moi, je pense qu'il y a trop de biais. Nous autorisons trop de biais qui, finalement, compliquent un peu l'éducation sexuelle. D'accord. À quel moment faut-il commencer à parler de la sexualité avec ces enfants? Oui, nous savons que déjà à partir de 10 ans, par exemple, il y a l'organisme qui arrive qui commence par vivre ce qu'on appelle la puberté. Beaucoup pensent que c'est trop tard déjà, hein, 10 ans. Non, non, je viens. Vous voyez, mais à cette étape, déjà, on peut voir sous quelle forme faire passer l'éducation, mais l'expression de la sexualité, elle est beaucoup plus précoce déjà à l'âge où les enfants vivent ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Oui. C'est déjà entre 3 ans et demi, 4 ans. Oui. Donc, tout ce qui est relève de la sexualité est vécu beaucoup plus précocement par les enfants. Et donc, il faut trouver les mots qui sont au niveau de la compréhension des enfants pour leur enseigner, les éduquer à tout ceci. Alors, lorsque vous êtes chef de ménage et que vous avez des enfants, est-ce qu'il faut les faire asseoir un soir, par exemple, et engager la discussion avec eux, ou bien il faut prendre individuellement chacun et discuter de sa sexualité avec lui? Non, je pense qu'une démarche collective comme ça a assez d'avantages. Et il faut seulement savoir se saisir des opportunités qui s'offrent pour aller vers cette forme d'éducation-là. On peut toujours, à l'occasion de, je ne sais pas moi, peut-être un film que les enfants viennent de voir, on peut s'en saisir pour aller à cette éducation-là, pour leur faire voir ce qu'ils ont vu, quelle est sa portée et quelle devrait être leur attitude par rapport à ça dans le réel. D'accord. Donc, on peut faire asseoir les enfants ensemble, comme on peut les prendre individuellement. Cela dépend, n'est-ce pas, des moments et des occasions qui s'offrent, des opportunités qui s'offrent. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour votre contribution à ce débat. Nous vous souhaitons une très bonne journée.
c'est moi qui vous remercie. Ouais. Alors, Fulgence, nous revenons sur ce plateau. Vous l'avez dit, le professeur l'a également dit, il faut saisir les occasions pour parler de sexualité avec ses enfants. Mais je voudrais bien vous demander ceci. Il y a une dame qui nous a fait la confidence selon laquelle c'est l'année au cours de laquelle son père lui a parlé de sexualité, de l'éducation sexuelle, lui demandant d'amener son copain à la maison. C'est au cours de cette année qu'elle a ouvert les yeux parce qu'elle avait peur par le passé, mais à partir du moment où le papa lui a parlé de ça, c'est comme s'il y a une barrière qui a été brisée, et c'est justement cette année-là qu'elle a connu un homme. Autrement, elle n'aurait jamais eu le courage de connaître un homme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en parler aux enfants peut les amener à aller faire la pratique aussi? Ça dépend de comment on parle. Et quand vous parlez de cette dame, j'imagine que, quand j'imagine l'âge qu'elle a, je me dis que peut-être en ce temps, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout l'arsenal informationnel. Je suppose. Pour que même très tôt l'enfant ait l'information avant qu'on ne lui en parle. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand nous parlons de la sexualité, ce n'est pas un quitus pour aller au sexe. Et cette dame, peut-être que c'est peut-être déjà à l'adolescence qu'on lui a parlé de ça. Et il ne faut pas oublier, je dis, l'éducation sexuelle, c'est un processus. Et nous savons que dans le processus, à l'adolescence, les enfants vont à la rencontre de leurs propres émotions. Ils vont à la rencontre des autres. Et c'est normal que quand on va lui parler de la sexualité, à un moment où le corps est prédisposé à aller à la rencontre de ses émotions, à aller à la rencontre des autres, où la priorité, ce n'est plus les parents, c'est les amis, c'est nos amis par ici. C'est normal que ça coïncide et que ça crée une harmonie de responsabilité qui l'amène à aller vers cela. Mais de nos jours, l'information est au quotidien, c'est tous les jours. D'accord. C'est tous les jours. Très bien. J'ai bien envie de partager un message avec vous. Vous savez, tout à l'heure, il y a un téléspectateur qui nous a écrit, qui nous a relaté un peu son histoire, les raisons pour lesquelles il a dit qu'il ne va pas s'occuper de l'éducation sexuelle de ses filles. Et vous avez répondu. Il a envoyé également un message. Il dit, oui, monsieur l'invité, si entre-temps, mon frère ne se permettait pas le vilain luxe de parler de ce sujet avec sa fille, est-ce que, avec toutes les magouilles de la mère, la fille pouvait oser dire cela? Les enfants doivent être informés, mais je pense encore une fois que c'est plus facile et compréhensible avec leur maman. Je n'oublie pas l'aspect du dehors, les camarades et autres, mais c'est à la maman d'être vraiment stricte. Je comprends dès que le père parle de sexualité avec sa fille et du jour au lendemain, la fille trouve ses menstrues pour la première fois et se dirige vers son père. Ce dernier fera quoi, par exemple? Il va se mettre à lui montrer comment mettre les couches, comment faire sa toilette intime. Laisser nos femmes s'en occuper dans la règle de l'art. Voilà ce qu'il envoie comme message. Non, ça dépend de chaque famille et ça dépend de la proximité des relations que nous avons avec nos enfants. Mais quand il s'agit des questions liées à la menstruation, je pense que la maman trouvera les mots puisqu'elle vit ça. Aura une facilité, mais si la maman n'était pas là au moment où c'est arrivé à la fille, au moins, comme on dit en médecine aussi, les premiers soins... Oui, les toutes premières informations, papa peut donner et puis appeler maman ou quelqu'un à qui il a confiance. Remettre le téléphone, faire ci, faire ça, en attendant qu'elle vienne. D'abord, il donne les toutes premières informations et tu verras peut-être quelqu'un proche, une femme qui pourra continuer, parce que le plus important dans cette histoire, il faut que ce soit tous les parents qui donnent la première information. Il faut que ce soit les parents qui deviennent une source crédible d'information. Et c'est très important parce que quand l'enfant va se déporter vers les autres, vers les amis, l'enfant a du mal à y revenir, c'est-à-dire à revenir pour prendre comme source d'information les parents. Donc c'est pourquoi les parents doivent être toujours à l'avant-garde pour que ce soit eux qui donnent l'information, en tout cas les toutes premières, avant que l'enfant aille peut-être sur les réseaux sociaux un peu partout, ou quand vous avez déjà une proximité avec l'enfant, et cette proximité se crée à partir de 2 ans déjà,
Quand l'enfant vous pose des questions, vous lui répondez. L'enfant déjà a confiance en vous. Et quand il a un problème, il viendra te dire, papa, il y a ceci, il y a ceci. Qu'est-ce que tu penses? Maman, il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et je pense que c'est important. Mais je voudrais dire quelque chose. Ouais. Parce que quand nous parlons, tout à l'heure, on a parlé de pulsion des enfants, tout ça. C'est à l'adolescence et ça dépend de beaucoup de choses. Comment amener l'enfant, comment donner une éducation équilibrée à l'enfant. Ce n'est pas facile pour nous de gérer les pulsions des autres. C'est pourquoi l'éducation sexuelle, c'est 4 étapes. Nous n'avons pas eu le temps de dire, c'est très important. C'est un processus. Lesquelles, par exemple? Et ça part toujours de commencer par parler à l'enfant de son corps. 2, commencer par parler à l'enfant des changements qu'il va subir. Et ça, c'est avant la puberté. Des changements qu'il va subir quand c'est une femme, la menstruation, ton corps, tu as tout ça. Il y a l'hygiène, il y a tout cela. Donc, avant la puberté. Il faut les préparer psychologiquement. Il faut les préparer. Si vous attendez la puberté pour transmettre l'information, je suis désolé, l'enfant a déjà l'information à travers Facebook et qu'on sort déjà. Peut-être c'est pour venir vous jauger. Exactement, les enfants le font, même mes propres enfants le font souvent. Il a déjà l'information, mais il vient chercher chez toi pour voir si tu es en harmonie avec ce que lui pense. Ouais. C'est toujours un plus qui vient à nous. Et après, cette partie où il faut transmettre l'information aux enfants par rapport à ce qu'ils vont subir, il y a maintenant la responsabilité sexuelle. C'est ça. À partir de la puberté, attention, tu es déjà une femme, tu es devant un homme, tu dois être responsable de tes actes. Et la 4e, l'étape qui suit, que les gens n'ont pas l'habitude de transmettre, nous avons dit c'est important, c'est de parler à l'enfant des droits qu'il a. Tout à fait. C'est très important. Souvent, on oublie, surtout à la femme. Il faut que la fille sache à l'adolescence qu'elle est protégée par la loi. Et que si elle est abusée sexuellement, qu'elle ait la facilité de parler. Tout à fait. Parce que quand vous n'êtes pas rassuré, quand vous n'êtes pas sûr que, attention, quel que soit ce qui m'arrive, je suis protégé, vous aurez du mal à parler. Mais souvent, on ne parle pas de ça. Quand on parle de l'éducation sexuelle, on s'arrête souvent à la responsabilité sexuelle. Il faut parler des droits. Nous avons des fois ajouté aujourd'hui le droit à l'information, que l'enfant se sente protégé. Par rapport à la question, comment répondre à un enfant qui demande c'est quoi le sperme, par exemple, il y a des internautes qui ont réagi, qui disent il faut lui répondre que le sperme est un liquide dans ton zizi et qui, une fois à la rencontre du liquide d'une autre fille, va donner un bébé comme toi. Tu devras acheter à manger, lui payer l'école, des jouets, bref, tout ce que je te fais. Veux-tu devenir papa maintenant? Ah ben pourquoi pas? Nous l'avons dit, pourquoi pas? Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, quoi déjà, il faut reconnaître, Bilkis qui dit, il faut reconnaître que les manuels scolaires parlent de rapports sexuels aux enfants à partir de textes qui traitent du sida. Souvent, les enseignants non avertis sont confus et les parents tabous ne savent quoi répondre. Il y a Dossuyovo Jacques qui dit ceci: moi je trouve que c'est bon de parler de la sexualité avec nos enfants, mais est-ce qu'on est formé pour? Il se pose la question. Et par rapport à l'autre question de ce jour, une dame qui vient qui dit, c'est lui dire, c'est un liquide qui sort de ton chouchou ou toute autre appellation appareil génital et qui permet de fabriquer les bébés. Pour faire un bébé, il faut être adulte et responsable car il faut avoir les moyens d'en prendre soin. Je dis autrement, car à 10 ans, c'est déjà l'antichambre de la puberté, encore que bien avant 10 ans, les enfants connaissent les érections, on devrait en parler. Et il y a Martin Chaffara qui dit un très bon sujet. Toutefois, je dirais tout simplement, 1. Nos femmes doivent être la copine de leurs filles. 2. Leur parler de tout avec affection et non avec arrogance ni dédain. 3. Mettre l'accent sur les conséquences de commettre certaines erreurs, conséquences sur leur santé, leur avenir et tout. 4. Surtout, les amener à éviter le rapprochement des hommes si ce n'est pas dans le cadre des études et dans les lieux sécurisés. Tout ça peut se dire à la cuisine où elles sont ensemble ou partout l'occasion se présente. Quant à nous, papas, nous devons être très proches de nos enfants
tous sexes confondus. Profiter de toute occasion pour présenter les aspects négatifs d'une vie amoureuse à bas âge ou sans avoir vraiment évolué à l'école, devant la télé, lors des feuilletons par exemple ou des films. Trouver des occasions pour discuter en amitié et en bon père avec les enfants. Le reste, il faut associer la prière car on peut beaucoup faire, tout ça sans résultat. Un enfant délinquant n'est pas toujours le résultat d'une mauvaise éducation ou de manque d'éducation. Soyons toujours de bons parents. Voilà ce qu'il dit. Et il dit également à l'école, c'est sans tabou et ça devrait être la même chose à la maison. Spermatozoïde, c'est déjà en classe de 3e, si je ne me trompe. Même si les enfants atteignent ces classes à l'âge de 9 ou 10 ans, aujourd'hui, j'avoue que ça ne leur dit rien d'autre, en tout cas pour un enfant bon. Alors, si des questions du genre reviennent à la maison, il faut pouvoir l'expliquer à l'enfant sans verser dans la diversion, puis lui dire que c'est un jeu des adultes qui sont prêts pour le mariage et qui veulent faire des enfants. Voilà quelques messages que nous venons de partager également avec vous, Monsieur Awangono. Oui, dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et je pense que les parents doivent cesser d'avoir peur et se dire que l'éducation sexuelle fait partie de l'éducation de façon générale et que c'est de leur responsabilité de transmettre l'information à leurs enfants. Et au moment opportun, il faut toujours partir. Il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Les enfants, à un moment donné, ils viennent avec des amis, à des moments donnés, ils nous posent des questions. Il ne faut pas rater ces moments. Il ne faut pas passer à côté de ces moments. Et je pense qu'avec le temps, puisque l'éducation c'est un processus et que le processus de socialisation tient compte de plusieurs autres éléments, et je pense que ce sont tous ces éléments qui permettent à l'enfant d'avoir une identité sexuelle. C'est très très important, avoir une identité sexuelle. Et quand on parle d'identité sexuelle, c'est d'abord le rapport que vous avez avec votre corps. Est-ce que vous avez confiance avec votre corps? C'est le rapport que vous avez de votre propre genre. On n'a pas parlé de ça, par exemple. Il faut se dire, je suis du genre masculin. Quand on est du genre masculin, je dois m'affirmer. Qui suis-je en tant qu'homme, genre masculin? Qui suis-je en tant que genre féminin? Tout ça là contribue à l'éducation et à l'identité sexuelle et la relation que nous avons avec nous-mêmes. Parce que moi, vous savez, il y a des parents qui viennent à moi dans le cadre de nos coachings et quand ils vous parlent d'eux-mêmes, de leur identité, de leur rapport avec leur sexe et leur mari, vous êtes surpris. Il faut aller chercher la réponse dans leur vie antérieure, c'est l'enfance. Donc, il y a bel et bien un rapport entre la vie, entre l'éducation sexuelle et l'épanouissement de l'enfant et de l'adulte plus tard. D'accord. Madame Karim n'est toujours pas là, mais il y a beaucoup de messages qui nous viennent. Je vais en lire quelques-uns encore. Il y a Andrea Bachiomba qui dit ceci. Chers tous, salut en plein 21e siècle. Il n'est pas question de mettre sous tapis car les enfants ont de nombreuses informations sur le sexe et vont même vous poser des questions pièges, rien que pour vous entendre parler. J'ai assisté à une causerie de mes petits-enfants, de mes petits-fils, une tranche d'âge de 5 ans à 8 ans. J'ai capté un mot de cette causerie, X est l'amoureux de V. Un instant après, je répète le mot et leur dis que je suis l'amoureuse de Y, une fille M. Ils m'ont répondu que je ne peux pas être l'amoureuse d'une fille. J'ai alors saisi cette occasion pour leur dire que filles et garçons sont des frères et sœurs. Chacun d'eux a sa maison et doit la protéger. Le garçon ne joue pas avec celui de la fille et vice-versa. Le garçon ne doit pas toucher aux cheveux, ni à la poitrine, ni aux fesses de la fille. Quand quelqu'un vous touche à ces parties, il faut crier et le dire à une grande personne à côté de vous et votre maman. Un jour, revenant de l'école, un plus grand voulait l'arrêter. Cette fillette s'est mise à courir et à crier au voleur jusqu'à la maison pour le rapporter à sa mère. Ça veut dire que le message est passé. Je pense qu'il est opportun d'échanger sur la question avec les enfants en les aidant déjà à identifier les différentes parties de leur corps dans leur langue, puis en français. Choisir un temps après le repas du soir pour 10 minutes et passer
un message. Vous verrez qu'ils s'y intéresseront et vous pourrez passer des messages précis. Et il y a Cyril Yébé qui dit « Bonsoir, la sexualité n'est plus tabou de nos jours. Il faut forcément en discuter avec les enfants. Ils sont d'ailleurs très curieux à cet effet et vous posent des questions qui dépassent leur âge. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a élaboré un guide dénommé « Dialogue parents-enfants » qui est bien élaboré et qui renseigne sur les mécanismes pour discuter avec les enfants selon les tranches d'âge. Un manuel que je recommande à tous parents et elle nous a envoyé une photo de ce manuel. Il y a Armel Aboubatin pour Hessou qui dit « Eh oui, pas la peine de reprendre mes prédécesseurs, mieux vaut en parler et l'âge varie d'un enfant à l'autre et le véritable problème c'est comment le faire. » Voilà. Fulgence Aouanganou, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous l'avez dit, il faut parler de sexualité avec ses enfants. Il faut saisir les occasions pour en parler. Ne pas rabrouer également les enfants quand ce sont eux qui en parlent. Le premier, il faut également saisir cette occasion pour leur expliquer avec les termes appropriés, n'est-ce pas? Oui, oui, avec les thèmes appropriés. Et je voudrais ajouter quelque chose qui est très important, c'est vrai que je l'ai dit. Oui. L'éducation sexuelle ne doit pas consister à donner des interdits à nos enfants. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, parce que ça reste dans leur conscience. Mais au-delà de dire, au-delà de on ne fait pas ceci, il faut passer toujours à l'explication. Et c'est d'ailleurs tout le processus. C'est pourquoi on interdit telle chose, Oui. il faut l'expliquer. Pourquoi on ne doit pas toucher tes fesses? Pourquoi on ne doit pas faire ceci? Il faut expliquer parce que c'est quand on explique à l'enfant qui comprend le pourquoi et qui pose maintenant, il pourra poser l'acte avec compréhension, avec liberté. Mais quand c'est seulement ne fais pas, l'enfant reste dit mais au contraire, il est curieux. Il devient curieux, il dit j'irai faire pour voir parce qu'il ne connaît pas. Et c'est ce que beaucoup de parents aujourd'hui ont fait. On leur a toujours interdit d'aller faire, mais pourquoi on interdit? Ils sont allés chercher pourquoi, et puis ce sont eux-mêmes qui se sont formés, qui se sont donné une éducation sexuelle. La rue a souvent éduqué dans ce domaine-là. Il faut éviter l'éducation par la négation et passer à l'éducation par l'explication. Absolument. Merci beaucoup, Fulgence Aouanganou. Je rappelle que vous êtes coach parental.